Directeur du sport à l'Université de La Réunion, Éric Lacroix est l'auteur des livres Trail tome 1 et 2, qui sont considérés par beaucoup comme la Bible du trail. Il est aussi entraîneur national et ancien membre de l'équipe de France de course en montagne. Il se concentre désormais sur la préparation mentale des sportifs et des entrepreneurs et nous partage ses meilleurs conseils dans ses chroniques sur l'instant outdoor. Bonjour Éric, comment vas-tu? Bonjour François, bah écoute, tout va bien, en pleine forme. Super. Il fait beau à La Réunion? Il fait un temps magnifique ce matin, c'est vrai que voilà, c'est quand même assez agréable et ça donne le moral. Bon, j'ai appris que vous étiez quand même un petit peu, confiné en ce moment? Oui, 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 on a surtout le couvre-feu à partir de 18 h jusqu'à 5 h du matin et puis on a un rayon de 10 km à respecter. Voilà, mais bon, voilà, ça change pas trop pour l'instant mes habitudes. Après, effectivement, j'ai beaucoup travaillé depuis 1 ou 2 ans là-dessus, en prépa mentale, et ça pose aucun problème pour moi. Bon et bah, tant mieux parce que ça va être en plus le sujet de notre échange d'aujourd'hui, sur la préparation mentale. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'entraînement dans les sports, d'endurance. On connaît, maintenant, beaucoup de choses sur tous les sujets de la VMA, du seuil, de la fréquence cardiaque, les programmes d'entraînement, et cetera. Ça a été quelque chose qui a été quand même pas mal étudié. Il y a le sujet de l'alimentation qui est venu, je pense, peut-être un petit peu après, avec toutes les sensibilisations à bien se nourrir, à de la nutrition qui nous sert de carburant et d'énergie pour accomplir nos exploits. Et maintenant, je trouve qu'on a de plus en plus le sujet de la préparation mentale qui arrive un petit peu dans les sphères des sports en général. Mais finalement, la préparation mentale, c'est quoi? C'est une très bonne question, François, parce que le problème, avant de dire c'est quoi, je pense qu'il faudrait déterminer aussi le cadre de pratique dans lequel on perçoit la préparation mentale. Et le problème, c'est que on est assez cartésien encore, même si peu ont lu René Descartes, parce que finalement, quand on va plus profond, c'était pas tant que ça de scinder le corps et l'esprit. C'est qu'on aime bien saucissonner en fait notre pratique, alors que le mental, il englobe vraiment la pratique en elle-même. C'est-à-dire que on a mis finalement la préparation mentale comme quelque chose sur un aspect assez psychologique, et uniquement psychologique. C'est-à-dire, on le voit dans certains sports notamment, et dans certaines fédérations, où mon athlète n'a pas besoin, il est bien dans sa tête et il n'a pas besoin d'un psychologue. Alors que c'est pas du tout ça, c'est pas d'être accompagné par un psychologue ou faire une psychanalyse, même si c'est intéressant à la base sur le pourquoi, on va aller chercher l'inconscient. Mais l'accompagnement mental, qu'on appelle plus accompagnement mental que préparation mentale, c'est le comment, finalement, parvenir à réaliser des choses. Et on va pouvoir s'appuyer à un moment donné aussi bien sur des aspects philosophiques que de la neuroscience, effectivement aussi de la psychologie, mais il y a énormément de champs assez vastes sur lesquels on va accompagner la personne. C'est là où on se trompe fortement, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont des aspects purement psychologiques. Et il m'arrive à un moment donné de dire que bah non, dans des entretiens individuels que j'ai dans une entreprise ou avec un sportif, pendant une demi-heure, on va parler de philosophie. On va parler par exemple sur les vertus. Avoir le courage à un moment donné de la sincérité. Ah bah moi j'ai menti, oui, mais tu as menti parce que tu as eu le courage de mentir pour protéger quelqu'un, ou le courage de la nuance, c'est-à-dire une personne qui est nuancée ou qui a du discernement, on dit que c'est quelqu'un qui est gentil, et en fait non, c'est quelqu'un qui a du discernement et qui a de la nuance, et le courage de la nuance, c'est de dire bah non, bah moi je sais pas, ou j'ai pas raison, et ça peut conforter une posture, une position, même dans le sport ou dans l'entreprise. C'est là où on se trouve, c'est-à-dire voilà, le placement de cette préparation mentale, on l'a mis dans un champ vraiment non seulement à part entière, mais aussi entièrement à part. Donc, pour répondre effectivement à ta question, j'ai un peu euh, mis le débat un peu ailleurs, mais je pense que c'est très très important d'orienter ce débat
sur le fait que l'accompagnement mental, c'est beaucoup plus vaste qu'une préparation mentale où on mettrait, à un moment donné, on ajouterait comme un point sportif, je vais travailler ma VMA, je vais travailler mon dénivelé ou mon endurance comme une qualité, et alors que effectivement c'est beaucoup plus large et ça peut entraver aussi certaines qualités derrière. Donc c'est important d'avoir ce débat-là d'entrée. Hmm. Bah alors finalement, du coup, ça veut dire que la préparation mentale, on la fait tout le temps, au quotidien. Eh bien oui, eh bien oui, l'accompagnement mental, c'est notre cerveau. Alors, parce qu'on dit, oui, c'est quoi le mental? C'est quoi être fort mentalement? On entend alors, le mental d'acier, je suis fort mentalement, etc. Mais et toi, je te pose la question, est-ce que tu sais définir ce que c'est que le mental? Alors, je sais ce que c'est qu'une fissure du mental quand on... Oui, encore, oui, mais pour définir une fissure du mental, il faut définir le mental d'abord. Parce que qu'est-ce qu'on fissure? Ouais, c'est vrai que finalement, Ouais. moi je dis que les personnes, bon, pour prendre l'exemple du trail, ou ça peut être vrai pour Mm. tout sport différent, Ouais. quand on va aller abandonner alors qu'on n'a pas un problème Mm. physique et Ouais. qu'on n'est pas rattrapé par les barrières horaires, c'est qu'il y a un défaut au niveau mental. C'est qu'il y a quelque Mhm. chose qui a lâché à ce Ouais. niveau-là. On a eu un lassement, un abandon qui a été provoqué par notre cerveau, qui nous a indiqué Ouais. tous les signes de mais le clignotant, ça vaudra mieux pour toi, et qu'on l'a écouté. Euh, les fameux le petit diable et le C'est petit ange ça. qui nous parlent. Donc moi, je mettrais le mental dans cette capacité-là à nous faire soit dépasser les limites qu'on croit avoir, soit à nous faire repousser dans nos difficultés, quoi. Bah, en fait, tu réponds effectivement de très bonne manière parce que tu as tout à fait raison et tu évoques des soucis particuliers en fait, qui peuvent émerger dans la pratique de l'ultra, notamment cette forme d'abandon, de la décision de l'abandon. On pourra revenir sur le fait de la décision, etc., parce que c'est aussi des outils. Je parle d'outils. En fait, qu'on a oublié, c'est que notre cerveau, on va simplifier les choses. C'est-à-dire, on va être sur un cortex préfrontal, c'est-à-dire toutes les décisions vont venir du cortex préfrontal, elles arrivent de derrière, les informations vont là, mais il y a aussi des temps d'analyse qui sont importants. Et ces temps d'analyse, en fait, si on ne les a pas suffisamment travaillés en amont, eh bien, on va prendre des décisions, peut-être, dans la course qui ne vont pas être adaptées. Donc, en fait, l'accompagnement mental, c'est de donner des outils, aussi bien, justement, je te parlais, qui peuvent être basés sur la philosophie, mais qui vont, après, faire travailler le cerveau, sur son inconscient et son conscient, sur sa prise de conscience. Et que aussi, par exemple, sur ce que tu évoquais, les petits diables. Alors, les petits diables, par exemple, c'est intéressant, je voudrais rebondir là-dessus, parce que euh, dans l'ultra-trail, tu parles de diable, mais par exemple, dans des sports comme le tennis, ou dans des sports courts, on pourrait imaginer en fait des petits diables qui viennent te gêner ton geste, Mm. te prendre la patte. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait des petits anges pour venir. C'est les petits anges, en fait, c'est ce qu'on appelle les pensées parades. On a des pensées parasites. Et ça, c'est normal, c'est les petits diables qu'on a tous. Et après, il faudrait revenir justement à des outils qui permettent d'avoir des pensées parades pour ces pensées parasites. Parce qu'il y en aura à un moment donné. C'est obligé. Notre cerveau, il est fait de telle manière que dans la difficulté, il va se passer des choses. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a travaillé des outils qui permettent justement de pouvoir parvenir à aller plus loin? Et l'accompagnement mental, il est fait là-dessus. C'est-à-dire, le mental, en fait, et l'accompagnement mental, c'est de permettre aux personnes d'avoir des outils, et ça se travaille, comme des routines sportives, eh bien, des routines mentales se travaillent. Alors, il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes, elles sont diverses. Ça peut être l'auto-hypnose, l'hypnose, enfin, basées sur des choses beaucoup plus psychanalytiques, psychologiques. Voilà, je l'ai dit, sur des versants un peu plus philosophiques, sur la neuroscience, etc. Mais l'idée, c'est que aussi de parvenir à trouver ce qui correspond vraiment, comme d'un point de vue sportif,
à l'athlète. On a parlé dans un podcast des besoins, voilà, de voir est-ce qu'il y a vraiment un besoin fort de reconnaissance, on l'a tous, mais est-ce qu'il est exacerbé, et les désirs qui vont émaner de ça. Et en fonction de ça, on va mettre en place des choses et avoir un entretien, généralement. L'entretien individuel est beaucoup plus enrichissant que dans un groupe, etc. C'est beaucoup plus difficile sur des sports collectifs. Ouais, parce que les gens vont moins se livrer et aller rechercher des Ouais. choses qui sont peut-être très personnelles et qu'ils n'ont pas envie de dévoiler. C'est vrai que tu parlais du tennis, les sports à Ouais. points comme ça, où finalement chaque point est un match. On pourrait le considérer quand même un petit peu comme ça. C'est ça. D'avoir ces capacités mentales de rester sur l'instant présent, de dire voilà, là c'est ça, je suis sur un point qui est à jouer, peu importe ce que j'ai fait avant ou ce qui va arriver, là je suis en train de jouer, c'est maintenant que ça se joue, et de savoir ce fameux ici et maintenant, l'appliquer. Peut-être que est-ce que c'est aussi vrai ça, ce ici et maintenant dans des sports d'endurance? Alors, ça, ce que tu évoques, c'est une piste méthodologique d'accompagnement mental qui est basée sur le mindfulness et qui est sur la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, elle évoque le côté ici et maintenant. Alors, c'est une question d'espace-temps, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir des pensées, et je parlais tout à l'heure des pensées parasites. Le problème, c'est que ces pensées vont agir directement sur nos émotions. Est-ce qu'on a un filtre ou pas? Et ces émotions, ça va être quoi? Ça va être la peur, la colère, ça peut être la joie, hein, mais c'est souvent des émotions qui ne sont pas forcément adaptées à la pratique. Donc le mindfulness, c'est de se dire à un moment donné, je suis là, ici et maintenant, et justement en me focalisant sur l'ici et maintenant, je ne vais pas être dans les pensées. Même elles vont arriver, mais je les accepte. Et le mot acceptation, il est fondamental. Soit on est dans la rumination, dans le mindfulness, soit on est dans l'acceptation. Et la rumination, tu peux imaginer qu'elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très concret dans l'ultra trail. C'est à un moment donné, on se retrouve dans un sentier très technique. Putain, ça fait chier. T'as vu tous les cailloux, les machins, les merdes. Putain, je me suis fait mal au pied. Ah, putain, c'est chiant. Putain, j'ai froid. Voilà. Là, on est dans la rumination. Et ce que tu évoques ici et maintenant, c'est de pouvoir, à un moment donné, ces pensées parasites, est-ce que j'ai eu des pensées parasites? Est-ce que je les ai travaillées à l'entraînement? C'est-à-dire, redevenir dans l'analyse transactionnelle un enfant. Ah, c'est chouette ce petit sentier. Je vais aller de pierre en pierre, etc. Si je me casse la gueule, c'est normal, enfin, c'est pas grave. Voilà. Je suis dans l'acceptation, je suis là, je suis content. Et je vais jouer le rôle de l'enfant qui va descendre de pierre en pierre, qui va faire le jeu. Et là, on est dans l'imaginaire. Voilà. Il y a deux façons de concevoir, tu vois bien. Et est-ce qu'on l'a travaillé? Si on ne l'a pas travaillé en amont, ça va être beaucoup plus difficile de le faire. Et comme on disait tout à l'heure, l'abandon arrive souvent par un cumul de pensées parasites énormes qui va polluer en fait notre cortex préfrontal et à un moment donné, on va avoir que des pensées négatives. Hmm. C'est vrai que c'est Voilà, donc, important finalement de le sentir arriver et puis de l'intercepter dès le départ, en fait, ce flux de pensées négatives pour éviter que ça ne devienne toute une montagne qui soit finalement beaucoup trop dure à écraser. en fait, ça se Hmm. travaille et ça veut dire on a des cahiers d'entraînement sportifs. On est sur Strava, on va regarder ce qu'on fait, etc. Par contre, on n'a pas de cahier d'entraînement mental. Et moi, ce que je demande maintenant, c'est aux athlètes d'avoir ce petit carnet. Ce petit carnet où, dans l'entraînement, dans la compétition, voilà, qu'est-ce qui apparaît. Et en fait, en mettant un carnet, on va pouvoir voir qu'est-ce qui apparaît régulièrement. Et, et de travailler après avec ça, c'est-à-dire avec ce petit cahier de ces pensées parasites qui peuvent arriver ou ces choses qui vont émaner, je me fais aussi, moi, finalement, je me crée finalement un processus de on va dire, théorique, mais en même temps de mode d'action à venir, et je vais l'expérimenter. Voilà. Hmm. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un accompagnement mental. C'est déjà de peut-être voilà, dire voilà, qu'est-ce qui est arrivé dans les sorties longues, par exemple, dans mes 6 heures, voilà, qu'est-ce qui va revenir régulièrement.
et de pouvoir l'écrire. Parce que le langage, c'est bien, mais ça reste pas. L'écrit reste, et de relire en fait ce qu'on a vécu il y a 3 mois ou 4 mois ou il y a un an, c'est quand même intéressant. Et ça, effectivement, c'est une piste ouais, que je dirais quand on fait notamment des épreuves d'ultra, notamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire dans les autres épreuves, hein, mais on va se retrouver dans la montagne au bout de 20 heures, de 25 heures, et le cerveau rétrécit. Hein. Et s'il y a des routines qui sont positives, avec la fatigue, ça va être un peu plus intéressant que d'avoir des routines négatives. Voilà. Enfin, c'est vite résumé, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est résumé de dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des routines négatives. C'est peut-être pour ça aussi des fois qu'on va laisser rapidement son dossard et qu'après on va le regretter. Hmm. Donc finalement, ce que je comprends dans tout ce que tu expliques là, c'est que la préparation mentale qui a encore cette image de, de performance, on est dans la concentration ultime. Enfin, il y a un petit peu cette image-là de la préparation mentale encore. Ouais. Et bien finalement, c'est pour tout le monde. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que on a des notions. Enfin, le champ, il est tellement immense et vaste qu'on a, on a des bribes et des fragmentations de la préparation mentale. Tu parles fragment de concentration, mais quand on va, moi je fais un travail en ce moment en entreprise sur l'attention, la concentration, mais c'est un sujet qui est monstrueux. Je vais faire Mm. une phase complète pendant 6 mois avec les agents pour travailler là-dessus. Donc rien que l'attention, la concentration, c'est un sujet euh, qui prend du temps. Donc, on va pas dire à un moment donné, c'est comme le gars, il va dire, OK, je vais m'entraîner, ça y est, je vais faire 40 km demain parce que j'ai fait 2 fois 10 km, quoi. C'est Mm. exactement la même chose. C'est un entraînement. L'entraînement mental est aussi, vraiment, pour avoir des outils, ça prend du temps. Et tu parlais de la concentration. La concentration, être trop concentré, c'est pas bon non plus. Parce que quand on est trop concentré, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, on s'adapte moins bien. Donc, ça dépend des sports. Ça dépend de la situation du sport. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra être hyper concentré, puis d'autres moins. Voilà. Enfin, et l'attention, c'est quoi? La prise d'attention, c'est aussi un sujet très vaste. Quand on voit qu'on est de plus en plus enclin à regarder nos portables, pourquoi? Parce qu'on est attiré par l'information, on a tout le temps besoin d'infos. Donc le problème, c'est que l'attention, voilà, elle change dans nos comportements, avec nos portables, avec les réseaux sociaux. Notre attention, elle a muté, hein. Elle n'est plus la même. Et on le voit, il y a des problèmes aussi en voiture, hein. Des gens se cassent la gueule parce qu'ils regardent leur portable. On est attiré. Voilà. Ça, par exemple, l'attention, c'est quelque chose de super intéressant. Mais il y a plein d'autres thématiques qui sont intéressantes et, et on le disait tout à l'heure, qui sont reliées aux neurosciences, qui sont reliées à d'autres disciplines. Donc, C'est vrai que la préparation mentale elle touche aussi tous les sujets de la confiance en soi, du stress, c'est ça. de sa vie aussi en collectivité, en communauté avec les autres. Ça touche énormément de domaines. Et, et pourtant, c'est vraiment c'est vrai que le parallèle que tu faisais avec le trail ou l'entraînement, voilà, on va être bon en dénivelé, bon en dénivelé négatif, bon en VMA. Ben finalement, la préparation mentale, on pourrait presque l'assimiler à ça, à se dire voilà, moi, je suis assez en facilité quand il faut combattre le stress, mais par contre, bah, j'ai un défaut pour me concentrer, voilà, par exemple. Mhm. Euh, et pourtant, on entend des gens dire, Ah, c'est euh, qui les gens? Tu vois, c'est c'est des questions que je pose. c'est une phrase que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Ah, voilà. Il faut être Euh, précis. Tu ouais, vois? Non, mais sinon, on tombe dans des non biais mais de t'as raison. langage. C'est, C'est euh, qui les gens? t'as Hmm. du mental ou tu Non, l'as je pas. t'embête. Non, non, mais Hmm. t'as raison. C'est vrai que quand ça vient des Hmm. réseaux sociaux, ça vient d'un certain public, donc c'est intéressant C'est d'avoir ça. cette, Oui, mais cette justement, information-là. c'est quand je parlais dans un autre podcast de Gérard Bronner et l'apocalypse cognitive, on a du temps de cerveau disponible. Et notre temps de cerveau, il est très attiré par de l'information en permanence changeante.
On a du mal et tu parlais de concentration, à rester maintenant sur un sujet pendant très longtemps et le travailler. C'est-à-dire que voilà, on est dans le mode visionnaire, mais dans le mode mise en œuvre, on est moins fort, souvent. Ça fait partie de notre société actuellement. Euh, et tu parlais du stress, c'est très intéressant, parce que c'est une phase aussi que j'ai fait en entreprise avec des agents chez EDF qui font les 3-8 et qui sont dans une pièce, ils ont toute l'électricité de l'île, vraiment le haut voltage, ils sont tout seuls et ils doivent faire la nuit. Et par exemple, le stress, en fait, c'est une réaction physiologique qui est naturelle, c'est-à-dire heureusement qu'on a du stress. C'est-à-dire que c'est une réaction physiologique. Si il y a un gros chien qui arrive, on se fait mordre, on va guérir plus vite grâce au stress, parce qu'on a fabriqué finalement des hormones qui peuvent suppléer finalement cette réaction de stress. C'est une réaction physiologique. Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que au-delà de la réaction je veux dire, physiologique, derrière, il y a un état. Il y a un état émotionnel. Alors, on est resté dans la peur, on est resté dans la joie, on est resté dans la colère, etc. C'est ça qui est plus important. Derrière, bah, si tu es en voiture, tu vas doubler parce qu'il y a un camion qui dévie. Hop, tu vas avoir un gros stress. C'est ton corps, il est fait comme ça pour te protéger toi. Il va envoyer voilà, des hormones, etc. Mais derrière, après, tu vas te dire, bon, c'est bon, maintenant je reprends et tout va bien. Sauf que il arrive dans des situations où on reste dans un état émotionnel et là, on fabrique en permanence, finalement, des hormones qui sont pas forcément bonnes pour l'organisme et qui vont aussi et le cerveau va rester très, très ouvert. C'est-à-dire, c'est une partie du cerveau qui s'appelle le gyrus singulaire antérieur, qui notamment a beaucoup, beaucoup travaillé et s'est beaucoup allumé pendant la phase de pandémie. C'est, on va dire, la notion de perte de sens. C'est-à-dire, on perd du sens. Bah, dans les IRM, il y a des expérimentations qui ont été faites. Cette partie s'allume et quand elle s'allume en permanence, bah, en fait, elle va sécréter euh, des hormones et des hormones qui ne vont pas forcément être favorables à l'épanouissement de l'organisme. Parce que, en fait, le stress, il est là. On sécrète des hormones pour se protéger, mais à un moment donné, ça s'arrête. On n'a plus besoin. Hmm. D'accord. Donc, mais là, le problème, c'est que quand cette partie reste allumée, voilà, et il peut avoir un état, ce qu'on appelle émotionnel, qui reste sur de la peur. L'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, etc., qu'on peut retrouver aussi dans le sport. Voilà, c'est-à-dire que, et qui va se répéter. Si on a eu des échecs ou si on appréhende fortement l'épreuve, voilà, c'est pas du stress, hein, c'est un état émotionnel, c'est une humeur qui va perdurer et sur laquelle, si on n'a pas travaillé, s'il n'y a pas des outils derrière, eh bien, ça va s'aggraver et ça va être de pire en pire. Et on le voit bien, là, on a eu à Tokyo euh, l'exemple d'un athlète qui n'a pas dormi pendant 2 ou 3 nuits, je crois. Mais le fait, voilà, est-ce qu'il y a eu un travail de fait, je ne sais pas ou pas, voilà. Je pense qu'il y avait un travail à faire là-dessus. Le fait de dire je ne vais pas dormir, c'est-à-dire d'y penser, si je ne dors pas, bah, c'est comme si je te dis ne pense surtout pas à une bière fraîche. Ne pense pas à une bière fraîche. Surtout, ne pense pas à une bière fraîche, hein. Surtout, n'y pense pas à une bonne bière bien fraîche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à une bière fraîche. C'est-à-dire le fait de dire tu ne vas pas faire, le cerveau, il est contradictoire. Et j'ai même pensé à tout le cadre qu'il y avait autour. Exactement. Et c'est comme un enfant, on lui dit surtout fais pas ça, il va faire ça. C'est parce que il va tester. C'est normal, notre cerveau il est fait comme ça. Et donc on en est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on se fabrique beaucoup beaucoup de choses qui nous entravent, qui nous foutent, enfin vraiment, qui nous mettent des fois dans des situations compliquées, complexes dans la pratique sportive. Mais Hmm. c'est pour ça que l'accompagnement mental, il est fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes et il faut les respecter toutes, hein. C'est l'hypnose, l'auto-hypnose, comme on en parlait, c'est l'analyse transactionnelle, c'est la programmation neurolinguistique. Toutes ces choses-là sont des choses intéressantes, mais l'instant où elles vont permettre à la personne ou à l'athlète
de pouvoir être accompagné et d'avoir des solutions à un moment donné à ces problèmes. Hmm. Bien qu'il y en a toujours des solutions. Sinon, on s'emmerderait. Hein. Euh, dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'au même titre que tout le monde doit aller courir pour préparer une course, tout le monde, enfin, ou alors il y a des gens qui peuvent préparer un certain sport en faisant tout un autre sport, c'est vraiment des extraterrestres. Mais est-ce que du coup tout le monde devrait avoir un accompagnement mental? Alors, moi, je dis, c'est difficile à cerner. Là, je tomberais surtout dans un biais cognitif rapide. Et finalement, je ne veux pas tomber dans ce biais-là, c'est-à-dire le fait de dire que si on dit que tout le monde en a besoin, euh, je vais tomber dans le biais de disponibilité. C'est-à-dire, je vais dire tout de suite, c'est la facilité de dire oui, tout le monde en a besoin. Je dirais il y a une analyse un peu comme un sportif, c'est-à-dire d'un point de vue génétique, épigénétique, d'un point de vue de la personnalité, etc., comment il a vécu, il y aura des besoins beaucoup plus forts ou pas. Euh, Là, on parlait tout à l'heure en aparté, ensemble, avant de démarrer ce podcast. Finalement, il y a l'université de Besançon qui travaille sur des portraits, des portraits de caractère, enfin, le résilient, le contemplatif et le performant dans la pratique du trail et de l'ultra-trail. Voilà. C'est une piste qui est intéressante. C'est-à-dire, si on a estimé qu'une personne elle est déjà résiliente, c'est-à-dire que dans son passé, et elle a eu des épreuves très fortes, on pourrait soupçonner qu'elle va plutôt bien s'en sortir. Et c'est un peu le modèle du Kenyan qui court parce qu'il a faim, quoi. Voilà, il n'est pas avec des grands moyens, il n'est pas dans le confort, voilà, et il s'entraîne très dur et il fabrique une résilience énorme. Euh, c'est intéressant. Et après, il va pouvoir aussi être performant parce que il aura ce degré peut-être en premier. Et puis, on a d'autres personnes, ils vont s'en foutre un peu. C'est-à-dire, moi, j'entraîne ou je suis ou je vois des personnes qui sont dans le côté contemplatif, qui ont en eux quelque part un peu de résilience, mais ils vont dire, bah, moi, je veux me faire plaisir. Et effectivement, ils vont peut-être mettre un ton au-dessous parce qu'ils vont pas être sur le côté performant. Et automatiquement, est-ce qu'ils en ont besoin, pas besoin? Ben, ils vont dire qu'ils n'en ont pas besoin parce que finalement, eux, leur épreuve, c'est pour être dans la nature, le paysage, se connecter aux autres et la performance, ils l'ont un peu mis de côté. Je pense que ce qu'on a réellement plus besoin, c'est dans leur désir, le désir de dominer, on en a parlé dans un autre sujet, où là, la personne, elle n'arrive pas à assouvir ce désir de dominer pour avoir de l'estime de soi, pour avoir de la reconnaissance, etc. Elle n'arrive pas à l'assouvir. Et là, c'est peut-être là, il y a besoin peut-être d'un accompagnement beaucoup plus important que la personne qui va vraiment mettre sa pratique pour le côté versant contemplatif de la nature ou la personne qui est déjà résiliente. Donc, moi je dirais, c'est comme la course à pied, il faut à un moment donné un pouvoir individualiser, c'est ce qui fait sa richesse et sa complexité. Moi, j'adore ça. Hmm. Et alors concrètement, pour quelqu'un qui serait intéressé par le sujet, quel serait, encore une fois, avec le parallèle de l'entraînement en course, le premier pas, c'est tu prends tes baskets, tu vas courir une demi-heure. Le premier pas pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la préparation mentale, qui se dit, bah, tiens, ça c'est quelque chose qui pourra m'aider à accentuer mes performances ou à m'aider à surmonter tel ou tel problème. Euh, Quel est le premier pas qu'il peut faire? Le premier pas, c'est de sortir, d'être. Alors, il y a des qualités. Hein. Les premières qualités sont basées presque sur de la vertu, on parlait tout à l'heure, de la nuance et du discernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de pouvoir dire je ne sais pas ou j'ai pas d'idée là-dessus ou voilà, mais c'est un sujet sur lequel peut-être que je vais m'intéresser. C'est le secteur de la connaissance. C'est-à-dire que c'est de s'ouvrir, d'être à l'écoute des autres, de pouvoir aussi aller bouquiner, d'aller s'intéresser
à ce sujet qu'est l'accompagnement mental, par exemple. C'est-à-dire que, effectivement, dans le flow, on s'y retrouve pas forcément parce qu'il y a tellement de méthodologies. C'est un peu comme le coaching sportif. Il y a de plus en plus de coachs sportifs et il y a de plus en plus de coachs mentaux. Et bon, est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais c'est de pouvoir, à un moment donné, identifier réellement ce qu'on a besoin là-dedans. C'est-à-dire que, on parlait, il y a des choses de base, des choses basiques, et, et notamment sur ses besoins et ses désirs, c'est vraiment de pouvoir les identifier. Je pense que c'est un conseil, c'est-à-dire vraiment, si je veux être performant, j'ai un désir de dominer, etc., il va falloir que je travaille là-dessus, quoi. Donc, voilà. Si, si c'est vraiment autre chose par rapport à la connexion aux autres, etc., c'est de faire sa pratique en groupe, de pouvoir faire du collectif, voilà, des choses comme ça. D'assouvir un petit peu ses désirs. Sinon, il va être un peu, entre guillemets, contrôlé, etc. Et c'est pas bon parce que la personne ne va pas s'épanouir réellement. Mais c'est un petit peu comme dans le cheminement sportif. Hein. Le cheminement de la préparation mentale, c'est un chemin qui est long, où il faut être patient et il faut comprendre, apprendre, voilà, parce que c'est très vaste, c'est notre cerveau, tout simplement, c'est notre cerveau faire qui va apporter ces décisions. Alors, j'avais juste une petite aparté parce que je l'avais dit tout à l'heure. Comment décider aussi. Et ça, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, en fait, on pense que c'est facile de décider. Mais c'est pas si évident que ça. Il y a tout un cheminement et ça peut être aussi un outil mental. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit faire, c'est évoquer la problématique, les problèmes qui peuvent se poser. Dire, bah, je vais faire 160 km, quel problème ça va amener? Parce qu'il peut y avoir des problèmes. C'est le côté négatif, mais il faut y aller vers le côté négatif au début. Parce que ça va ressortir. En fonction de ça, c'est des enjeux pour moi. C'est-à-dire, en fonction de ça, bon, j'ai décliné les problèmes, mais les enjeux, est-ce que c'est vraiment important que je le fasse cette année ou l'année prochaine? Est-ce que c'est vraiment important? Les enjeux, c'est quoi? Est-ce que je vais exister davantage? Je vais me réaliser, etc. OK. Et en fonction de ça, on peut mettre des options. Des options, bah, je le fais pas l'année prochaine, je le fais dans 2 ans. L'option, c'est je le fais dans 1 an, je le fais dans 2 ans, je le fais dans 3 ans, ou je le fais pas. Ça peut être des options. Et là, on ressort un peu du biais cognitif, c'est-à-dire tout de suite de disponibilité. Et en fonction de ces options, on va faire des choix. Et est-ce que les choix, je les fais avec mon épouse, je les fais avec mes copains, je les fais avec mon coach? Voilà. Et ce choix-là, en fait, eh bien, je vais dire mon premier choix, bah tiens, oui, maintenant, je suis sûr, je le fais l'année prochaine. Je le fais dans 1 an, parce que j'ai évoqué toutes les pistes, et je décide. Et là, on est dans la dernière étape, c'est la décision. Et quand j'ai décidé, avec toute cette prise de conscience du cheminement avant, c'est quand même mieux que dire demain, dans 1 an, je fais l'ultra. Ah bah putain, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, mais j'avais pas évoqué voilà, ces enjeux-là, ces problèmes-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement mental. Et on n'est pas dans de la psychologie, on est dans des outils qui sont liés à notre cerveau. Mais par contre, effectivement, dans notre cerveau va se passer des choses, dans notre cortex préfrontal, et qui va aller chercher. Je voudrais juste te faire un petit exercice, et les auditeurs peuvent le faire aussi, c'est intéressant. Je vais te demander à haute voix de compter de 1 à 10, le plus rapidement possible. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as mis 2 secondes. D'accord? Maintenant, tu vas faire la même chose avec de la lettre A à la lettre J. C'est parti, top. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Un petit peu plus de mal, mais tu as mis 2-3 secondes. Maintenant, je vais te demander d'associer la lettre A au chiffre 1. A1, B2. Okay. Hop, c'est parti. A1, B2, C3, D4, E5, F6, Voilà. G7, GH, Ok. H8. Tu vois, le problème, il est là.
c'est qu'on a des routines dans notre cortex préfrontal et les routines, souvent, on fait les mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la neuroplasticité, c'est on fait toujours un petit peu la même chose. Et finalement, on est ce qu'on appelle dans le paradoxe de la neuroplasticité, c'est et finalement, on a toujours le même sillon. Mais c'est normal ce qui t'arrive, c'est-à-dire que là, ton cortex préfrontal, après, va rechercher de l'information, tu vois, parce que, en fait, c'est pas une routine que tu as. Et souvent, on fonctionne dans nos routines. Si je te dis 5 x 5, 25. voilà, très rapidement. Maintenant, si je te dis 914 moins 57, C'est c'est plus un petit peu plus compliqué. difficile. Tu vois? Donc, le cerveau, il est fait de telle manière qu'à un moment donné, que si on va chercher des informations, des fois, on a des routines et souvent, on travaille avec nos routines. C'est-à-dire de ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise, etc. Et puis, j'ai raison. Sauf que tu vois bien que c'est plus complexe. On pourrait aller plus loin dans les exercices, dans les représentations même visuelles, etc. Il y a un podcast sur l'entraînement, etc. C'est relié aussi. C'est-à-dire que la représentation qu'on a, des fois, il faut aussi en sortir. Parce qu'il peut y avoir d'autres manières du cerveau de l'analyser et de se retrouver après. Et le problème, c'est que c'est souvent l'inconscient qui va nous amener quand on est dans une situation de problème. C'est-à-dire les problèmes vont ressurgir si on n'a pas travaillé, aller chercher un peu dans des airs. On a beaucoup de plasticité. Et je pense que les coureurs de très haut niveau, en fait, ont développé déjà voilà, des réseaux assez forts aussi au niveau de leur cerveau là-dessus, sur la résilience, sur la capacité à avoir des outils, même sans en être conscient, ils l'ont développé eux-mêmes, par eux-mêmes. Aussi avec le nombre d'heures passées au travail. Après, on a des êtres d'exception, comme partout. C'est vrai que souvent, il faut aller rechercher dans son vécu, peut-être aussi dans son enfance, pour voir si la vie qu'on a eue nous a donné des clés pour être plus performant mentalement. Les petits exercices là que tu m'as fait faire, ça me fait penser à cette notion de zone de confort dont on parle beaucoup, la fameuse zone de confort. Est-ce que finalement faire de la préparation mentale, ce serait pas étendre cette zone de confort? Ouais, effectivement, il faut la définir aussi, la zone de confort, parce qu'elle est individuelle pour chacun. C'est-à-dire que la zone de confort, c'est le problème du challenge. On va parler aussi déjà. C'est-à-dire, est-ce que mon challenge, il est suffisamment élevé pour pas que je m'emmerde, enfin, pour pas que je sois en burn-out, pardon, ou pas assez élevé pour pas que je m'ennuie. Et le truc, c'est sortir de la zone de confort, c'est cette zone proximale, en fait, où ça, c'était un chercheur sur le langage, Vygotsky, qui avait travaillé là-dessus, ce qu'il appelle la zone proximale de développement. C'est-à-dire, c'est de trouver une zone qui permette finalement d'être motivé, d'aller justement vers le challenge, mais il ne faut pas qu'il soit trop élevé. C'est-à-dire, sortir de cette zone de confort et dire demain, je vais faire la traversée de l'Atlantique, tu vas sortir dans ta zone de confort, mais tu vas y sortir avec un degré. Définitivement. Voilà, tu ne sais pas ce que c'est que le froid, tu sais pas. Donc, il faut le définir, sortir de la zone de confort pour soi. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort pour toi, si à un moment donné, tu as fait un 100 ou 120 km, tu vas passer à 160 dans des conditions peut-être difficiles du Grand Raid de la Réunion, par exemple. Oui, là, tu vas sortir, mais c'est réalisable. C'est un challenge qui est réalisable puisque tu as déjà aussi passé certaines étapes. Je ne dis pas que c'est complètement impossible pour quelqu'un qui n'a jamais couru, mais faire le Grand Raid pour une personne qui a fait, bon, il faut les points, mais on peut faire l'éco-trail de Paris, ça sera plus difficile. Le challenge, voilà, il va y avoir un décalage. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, il va vraiment sortir. Hein. Donc, il faudra quand même qu'il y pense dans son entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être qu'il se retrouve dans des conditions avec du dénivelé, des grandes descentes très longues, très techniques. Voilà. C'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est de dire qu'à un moment donné, sortir de sa zone de confort, ok, mais il y a un degré. Sinon, est-ce que le corps va pouvoir s'adapter? C'est pas sûr. C'est-à-dire que on sait très bien que le jour même de la compétition, on va sortir, on va aller plus loin parce qu'on est motivé par les autres, on est motivé par le challenge,
c'est le jour J, quoi. Mm. Sauf qu'il faut que la zone de confort, voilà, ça soit une zone proximale pour y arriver. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup disent se dépasser, mais encore une fois, tu vois, on parlait des biais cognitifs et de la représentation que je t'ai dit, les petits exos que je t'ai fait, ça veut dire quoi se dépasser? C'est quoi enfin, c'est selon les personnes, c'est complètement différent. C'est quoi la définition? Voilà. Ça voudrait dire à un moment donné presque aller vers l'atteinte de la mort ou des choses comme ça. Voilà, Mm. ça peut être dangereux aussi. Tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'on se dépasse jamais. En fait, on dépasse les limites qu'on croit avoir. C'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, on entend beaucoup dans l'entreprise, dans le monde du sport, se dépasser, mais je trouve que déjà, on le fait déjà. C'est-à-dire que d'aller s'entraîner tous les jours, d'aller faire des épreuves comme 160 km, on se dépasse déjà. On est déjà dans un dépassement d'un être normal. Mm. Et là, il faut faire attention de se dépasser, de ne pas tomber dans un être qu'on appelle un être surnaturé. C'est-à-dire, on va aller chercher des options sur lesquelles, voilà, on va être sur l'intelligence artificielle, on va être sur les semelles de carbone, on va être, voilà. Il y a des limites aussi. Je pense qu'il y a des limites humaines. Et ces limites, il faut en avoir conscience. Et voilà. Et après, il y a l'exception, mais l'exception ne fait pas la règle, hein. C'est sûr. Sinon, on est tous Bah, des François Daen ou des Kylian Jornet et on se fait chier, quoi. Bah oui, on gagne tous. T'imagines toutes ça, ces 1000 personnes qui arrivent en même temps sur la ligne d'arrivée d'arrivée, ça c'est serait ingérable. compliqué avec les gestes barrières en plus. Bah ouais, heureusement qu'il y a une hiérarchie et c'est bien comme ça. C'est ce qui nous donne des challenges, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est sûr que puis faut toujours un premier, un dernier, et c'est ça qui rend aussi le sport visuel et agréable aussi à pratiquer et à regarder. Ouais, Euh, j'avais juste une petite anecdote pour sortir un peu du côté humour. Il y avait Émile Cioran, enfin, ses pensées disaient que Dieu, il a fait le monde en 7 jours, et le septième jour, il s'est reposé. Bon, ça c'est important, mais il s'est reposé, mais il en a fait exprès pour pas faire un monde trop parfait. Justement, qu'il y ait des gens qui soient un peu imparfaits, qu'on dit qu'on trouve des cons, qu'on trouve des machins, parce que sinon, on s'ennuierait, on s'emmerderait à mourir, quoi. Et c'est pas faux. Heureusement qu'on a finalement affaire à des gens pas parfaits, que tout n'est pas parfait, qu'il y ait des erreurs de fait, qu'on ait des problèmes. Voilà, parce que notre cerveau, il aime ça aussi. Et c'est la façon dont on va s'en sortir qui va être intéressante. C'est ça hmm. qui est intéressant. Voilà, C'est moi, aussi le fameux la pour nature ça que horreur du vide, hein. De toute façon, c'est ça. on arrive Et c'est peut-être pour toujours ça qu'on fait de l'ultra, c'est qu'on va chercher finalement des degrés de difficulté à faire des erreurs, à faire des conneries, etc. Mais on aime ça, on y retourne. Donc c'est le syndrome de l'albatros, c'est-à-dire l'albatros, il se blesse, il revient. On est pareil. Donc voilà, je trouve ça intéressant. En tout cas, on y retourne, Eh oui. on y retourne. Et en On plus, se si fait on mal, pouvait, on y retournerait plus souvent. ouais, puis va à l'arrivée, sur les lignes d'arrivée de Grand Raid, demande au mec, plus jamais ça, quoi. Et 3 heures après, bon, on re-signe quand? Tu vois, voilà, l'être humain, il est comme ça, et c'est chouette. C'est chouette, tant mieux. C'est ce que je disais, c'est vraiment dans l'accompagnement mental, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce chemin pour parvenir à. Voilà, c'est faire des erreurs, les admettre, faire des conneries, machin. Enfin, on croit, faut pas croire que tout est parfait et justement, on accepte plus à un moment donné qu'on puisse arrêter, abandonner, etc. Parce on n'est pas des êtres parfaits, quoi. Loin de là. Hmm, bien sûr. Alors, vous l'avez vu, on a survolé plein de sujets de la préparation mentale. On a parlé de concentration, de stress, de confiance en soi, on a parlé de plein de sujets de la préparation mentale. Et effectivement, on a un petit peu survolé chacun de ces sujets-là et on pourra les détailler dans bien d'autres épisodes. Là, c'est l'intérêt de celui-ci, c'était au moins de présenter la préparation mentale et de dire qu'est-ce que c'était et pour qui c'était. Et je crois, Eric, qu'on a bien travaillé cette question-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Moi, je dirais que, juste pour terminer et clore, c'est que c'est le mot accompagnement plus que préparation. Parce que l'accompagnement mental, être accompagné, c'est un mot beaucoup plus, enfin, qui me plaît plus. Ça veut dire que finalement, il y a cette proximité, cette envie de faire de vivre l'aventure avec la personne. Enfin, voilà, je trouve que le mot préparation me convient moins parce que il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus performatif, alors que l'accompagnement, finalement, c'est accompagner une personne et quand bien même elle est plus ou moins performante, c'est pas ça le plus important. C'est vrai C'est que quand aussi, on visualise quelqu'un qui dit je vais t'accompagner, on visualise quelqu'un avec la main dans le dos qui t'accompagne c'est gentiment, alors ça, que le préparateur, tu as la vision, le gars avec le c'est chronomètre ça, juste à côté qui a... un peu prescriptif, on va dire. Hmm. Voilà, Ah, c'est voilà. c'est intéressant. C'est intéressant. Mm. Accompagnement plus que préparation. Super. Eh ben, merci beaucoup, Eric, de nous Je t'en avoir prie, présenté ce beau sujet de la préparation, de l'accompagnement mental. avec grand plaisir en tout cas, François. Allez, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.